Nous allons aborder ensemble les 5 défis géopolitiques auxquels se trouve confrontée l'Asie du Sud-Est. En 5e position, les tensions interethniques. Comme on l'a vu auparavant, l'Asie du Sud-Est est extrêmement diverse d'un point de vue ethnique. Il y a d'abord le monde malais, qui regroupe la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines, puis les mondes Viet, Khmer, Thaï et Birman, et enfin le monde papou, regroupant la partie est de l'archipel indonésien, Timor et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Entre ces 3 mondes, Singapour, société multiraciale, mais à dominante chinoise à environ 76%. Alors globalement, les tensions interethniques sont plutôt faibles en Asie du Sud-Est. Mentionnons cependant le conflit des provinces du sud de la Thaïlande, à savoir Pattani, Yala, Narathiwat et Songkhla. Ces 4 provinces comptent environ 2 millions d'habitants, dont 1,5 million de Malais et 500 000 Thaïs. Elles faisaient historiquement partie du monde malais, jusqu'à leur conquête par le royaume de Siam en 1785. Et depuis, il y a eu un certain nombre de conflits. La Thaïlande est cependant une démocratie pluraliste, et son traitement des minorités est généralement considéré comme exemplaire. À la fin des années 90, les Malais de la région sud occupaient des postes de direction sans précédent dans la politique thaïlandaise. Par exemple, Wan Muhammad Noor Matha, un élu malais de Yala, a été président du Parlement thaïlandais de 1996 jusqu'à 2001, puis ministre de l'Intérieur sous le premier gouvernement Thaksin. À cette époque, la fin des années 90, la Thaïlande compte 14 députés malais et une dizaine de sénateurs également malais. Les Malais dominent les assemblées provinciales dans les provinces frontalières et plusieurs grandes municipalités du sud ont des maires malais. Par ailleurs, à cette époque, les Malais jouissent au royaume de Siam d'un degré de liberté religieuse élevé. Ils pratiquent l'islam. Le régime Thaksin a cependant commencé à démanteler l'organisation administrative du Sud, la remplaçant par une force de police corrompue qui a immédiatement engagé une répression brutale et généralisée. Le mécontentement face aux abus a conduit à une violence croissante entre 2004 et 2006. Les politiciens et dirigeants malais musulmans sont restés silencieux par peur de la répression, ce qui éroda leur légitimité politique et leur soutien. Lors des élections générales de 2005, boudés par la communauté musulmane, tous, sauf un des députés musulmans sortants, ont été démis de leurs fonctions. Le conflit du sud de la Thaïlande a engendré à lui seul pas moins de 29 putschs et tentatives de putsch au cours des 100 ans qui précèdent, dont le putsch qui mena au pouvoir l'actuel homme fort du pays, le général Prayut Chan-o-cha, meneur du putsch de 2014 et Premier ministre depuis. Ce conflit méridional constitue de loin la principale cause d'instabilité politique dans le pays. Et finalement, nous l'avons vu ensemble, la racine de tous ces maux, eh bien, ce ne sont certes pas la race ni la religion, c'est la corruption, hélas, endémique dans le pays, et que les généraux promettent l'un après l'autre de remédier. L'autre grand conflit d'Asie du Sud-Est a trait à la ligne Wallace, qui, on l'a vu ensemble, sépare le monde malais, majoritairement musulman, du monde papou, majoritairement chrétien ou animiste. Étant donné qu'une grande partie du monde papou se trouve en fait incluse dans l'actuelle République indonésienne, et que seule la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor-Est sont indépendants à l'heure actuelle, ce conflit consiste essentiellement en une insurrection indépendantiste particulièrement virulente dans la province indonésienne de l'Irian Jaya,
où l'immigration, notamment javanaise, entraîne de profondes tensions interethniques. Alors, abordons à présent les conflits interreligions. Globalement, l'Asie du Sud-Est est une terre de tolérance. Les conflits interreligieux sont plutôt rares. Nous mentionnerons cependant le conflit des Philippines méridionales, notamment sur la grande île de Mindanao, où coexistent chrétiens et musulmans, généralement de façon pacifique, mais parfois avec des heurts. L'île de Mindanao est le théâtre de tensions religieuses récurrentes du fait de la présence de groupes armés affiliés à Daesh. Enfin, il y a le conflit des Rohingyas en Birmanie, qui a entraîné un froid diplomatique entre les pays musulmans de la région, à savoir la Malaisie et l'Indonésie, et le Myanmar. Les Rohingyas ou Rohingyasa sont un groupe ethnique indo-arien de langue indo-européenne, majoritairement musulmans. Ils vivent principalement dans le nord de l'État d'Arakan, dans l'ouest de la Birmanie. L'origine du groupe est controversée. Certains Birmans les considèrent comme des Bengalis, qui devraient donc retourner au Bengale, mais eux-mêmes se disent originaires de l'État d'Arakan, dans l'ouest de la Birmanie. Considérés par certains comme des Bangladais, les Rohingyas sont rejetés par une grande partie des Birmans, pour qui l'identité birmane est inséparable de la religion bouddhiste, et chez qui, il faut bien le dire, une certaine forme d'indianophobie est largement répandue. La peur d'une soi-disant invasion indienne ou bengali justifie l'ostracisme pratiqué par les Birmans à l'égard des Rohingyas. Ces derniers fuient la violence, de même que la misère, et ils cherchent à rejoindre par la mer des pays de la région à majorité musulmane, tels que le sud de la Thaïlande, la Malaisie ou encore le Bangladesh. Victimes de passeurs, détenus sur des embarcations précaires, soumis à l'exploitation sexuelle ou encore à des demandes de rançon, leur sort est misérable. Ce conflit a conduit à un exode massif, sans précédent, de la majorité des Rohingyas vers l'étranger. Plus d'1 million de Rohingyas ont fui au seul Bangladesh depuis 2016. Abordons à présent les conflits dus au domaine maritime. On l'a vu, l'Asie du Sud-Est, c'est aussi 4,5 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Ces espaces sont extrêmement convoités à l'heure actuelle, que ce soit pour leurs ressources halieutiques, ou encore en pétrole ou en gaz. Depuis plusieurs décennies, les îles et atolls de mer de Chine méridionale, en particulier, sont l'objet de revendications de la part des pays riverains que sont le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie et le sultanat de Brunei, mais aussi, de façon de plus en plus insistante, par la Chine. Alors, l'irruption de la Chine dans les eaux d'Asie du Sud-Est est un phénomène extrêmement récent, puisque jusque dans les années 30, celle-ci refusait toute forme de responsabilité dans la région. Et ce, pour une raison très simple, la Chine refusait d'indemniser les bateaux échoués. Ce que d'ailleurs toutes les puissances de la région, y compris la France, refusaient également. Et donc, tant les Spratlys que les Paracels sont terra nullius du point de vue du droit international, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais appartenu à qui que ce soit et elles n'appartiennent à personne. L'appétit des puissances régionales concerne notamment cependant les îles Paracels. Elles sont situées entre les côtes du Vietnam et les côtes de l'île chinoise de Hainan. Historiquement, les Paracels sont principalement exploitées par des pêcheurs vietnamiens. Elles ont fait partie de l'Empire français dans les années 30, et lors de l'indépendance du Vietnam, elles étaient considérées comme terres vietnamiennes. Sur les cartes du Vietnam, comme sur la plupart des cartes internationales, les Paracels appartiennent au Vietnam. Mais lors de la bataille de Hai Chien Hoang Sa, en 1974, la Chine s'est emparée de ces îles, qu'elle contrôle depuis, aux grandes dames du Vietnam et d'une partie de la communauté internationale. Le retour hypothétique des Paracels dans le territoire vietnamien apparaît de plus en plus lointain.
étant donné la militarisation croissante de ces îles par la Chine. Le Vietnam a donc réagi en bannissant les entreprises chinoises de la plupart des appels d'offres publics, pour lesquels, en revanche, d'autres pays, comme la France, sont les bienvenus. Enfin, nous avons les îles Spratleys, localisées entre l'île philippine de Palawan, Bornéo et le Sud-Vietnam. Ces îles font l'objet de contestations de la part de Hanoï, Manille, Kuala Lumpur et, depuis très récemment, également Pékin. S'y ajoutent les récifs dits Louisa, les bancs de Macclesfield et de Rifleman, ainsi que l'atoll de Scarborough. Ce dernier, situé à moins de 220 km de la province de Zambales, à l'ouest de l'île de Luzon, aux Philippines, appartient clairement à la zone économique exclusive des Philippines, en vertu du droit international et de tous les traités afférents au domaine maritime. Les autres îles du groupe appartiennent généralement à la Malaisie, en vertu également du droit maritime. Mais ces îles sont de plus en plus souvent au cœur de l'actualité et elles génèrent des tensions de plus en plus importantes entre, d'un côté, les nations d'Asie du Sud-Est, Vietnam, Philippines, Malaisie, et de l'autre côté, la Chine. Étant donné que l'ASEAN fonctionne sur la base de l'unanimité, il suffit à la Chine de faire bloquer les résolutions de l'ASEAN, exigeant le retrait des occupants chinois de ces îles, de plus en plus militarisées par la Chine, et il suffit de demander aux pays victimes des trapadettes, notamment le Laos et le Cambodge, de voter contre les résolutions présentées par les Philippines, la Malaisie ou le Vietnam. Déjà en 1988, le conflit sino-vietnamien avait fait 68 victimes vietnamiennes sous le prétexte de la souveraineté des îles Spratleys. Puis en 2012, Manille et Pékin se sont affrontés à propos de l'atoll de Scarborough à coups d'arraisonnement de flottilles de bateaux de pêche qui ont provoqué une mobilisation militaire de part et d'autre. Depuis, les patrouilleurs chinois sectionnent les câbles que les autres posent dans le but de forer les fonds marins, ou encore coulent des bateaux, philippins, vietnamiens ou autres, notamment à l'aide de proues renforcées. Et donc, nous en venons naturellement à la Chine. La Chine divise profondément les nations d'Asie du Sud-Est, sans pour autant que ces nations puissent s'organiser en vue d'une riposte effective, que ce soit d'un point de vue économique ou militaire. Car on l'a vu, Pékin possède dorénavant la quasi-totalité des dettes laotiennes et cambodgiennes, ce qui fait de ces deux derniers pays les soi-disant 32e et 33e provinces de l'Empire du Milieu. La question chinoise a été récemment l'enjeu principal des élections malaisiennes, le candidat Mohamed Mahathir accusant son rival, Najib, d'avoir vendu son pays à la Chine. Et donc on en arrive au nouveau mur de Berlin. La question étant, de quel côté de ce nouveau mur de Berlin qui sépare l'Asie, vous situez-vous? Alors clairement, le Cambodge et le Laos se situent dans l'orbite chinoise. En ce qui concerne les autres pays, la réponse est beaucoup moins évidente. Singapour, par exemple, considéré comme un réduit chinois au cœur du monde malais, refuse catégoriquement d'adhérer à l'un ou l'autre de ces camps. L'Indonésie, longtemps leader du monde non aligné, exprime également de fortes réserves, même si la Chine revendique une partie de ses eaux territoriales, notamment autour des îles Natunas. Or, cette revendication chinoise, dite de la langue de bœuf, n'a aucune justification légale ni historique. La langue de bœuf, justifiée par la Chine pour asseoir sa domination dans les mers d'Asie du Sud-Est, est également connue sous le nom de théorie de la ligne en 9 traits, et il s'agit d'un vaste espace maritime que la Chine s'est unilatéralement approprié en s'appuyant sur une carte publiée en 1947 au mépris total de la réalité géographique de la zone, comportant d'ailleurs de très nombreuses erreurs. La stratégie de Pékin, dite de la Grande Muraille de Sable, consiste à s'emparer de ces îles, voire à créer des îles artificielles
et de les transformer en bases navales. Fortement militarisées, ces îles deviennent de véritables porte-avions et permettent à la Chine de revendiquer, unilatéralement et au mépris total du droit international, les zones économiques exclusives les bordant. Cette stratégie s'inscrit dans un programme encore plus vaste de bases navales qui s'étend jusqu'au golfe arabo-persique et que l'on appelle le collier de perles. Alors que fait la France dans cette région située tellement loin de ses côtes? Quelle stratégie mène-t-elle en s'opposant de la sorte aux ambitions de plus en plus affirmées de Pékin? Eh bien, il s'agit pour la France de faire prévaloir le droit maritime international. Dans ce but, des bâtiments français naviguent entre 6 et 10 fois par an dans les mers d'Asie du Sud-Est afin de défendre les règles de la liberté de navigation. L'attitude française est globalement très appréciée dans la région, où la France joue un rôle d'external balancer, c'est-à-dire une puissance externe contribuant à l'équilibre géopolitique de la région.